Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à cette première capsule d'une série de 4 qui porteront sur les notions qu'il nous reste à voir d'ici la fin de la session, c'est-à-dire, premièrement, la notion sur la perte, deuxièmement, les notions sur le deuil, les notions sur la crise et les notions sur la crise suicidaire. Alors, dans le document que vous voyez à l'écran, il est question de perte et de deuil. Mais dans cette capsule-ci, nous allons voir uniquement les notions sur la perte. Je vais essayer de vous découper les séquences là, le plus structuré possible pour éviter de vous mêler. Alors, dans l'explication de ces notions-là et dans les notions sur la perte, la crise et le suicide, je vais faire référence à un film que j'aurais bien aimé vous faire voir en classe et que je vous suggère de retrouver sur Internet. Là, il s'agit du film Ordinary People, réalisé par Robert Redford en 1980. En français, la version s'appelle Des gens comme les autres. Si vous pouvez voir ce film-là, ce serait ça l'idéal. Mais sinon, je vais vous faire une 5e capsule bientôt où je vais vous raconter le cas de ce film-là. Alors, c'est l'histoire d'un jeune qui revient d'un séjour à l'hôpital suite à une tentative de suicide. Il essaie de réintégrer sa famille, l'école, son groupe d'amis, et ça se passe pas nécessairement tout à fait bien. Alors, dans ce film-là, il est question évidemment de perte, de deuil, de crise et de crise suicidaire, et pas uniquement pour le jeune lui-même, mais ses parents eux-mêmes sont en perte, en deuil, en crise, et possiblement en crise suicidaire pour l'un des deux parents. Alors voilà. Alors, si vous le voulez bien, nous allons commencer maintenant le bloc sur la perte. Alors, pour poser un diagnostic de perte à une personne, ça vous prend un certain nombre d'indicateurs. On se rappelle que des indicateurs, ce sont des faits observables, des données que l'infirmière doit collecter. Alors, quelles sont les données qui nous indiquent qu'il y a une perte? Alors, premièrement, pour qu'il y ait une perte, il faut qu'il y ait un objet qui soit disparu de la vie de la personne. Il faut qu'on soit capable d'identifier quel est l'objet que la personne a perdu. Est-ce qu'elle a perdu un emploi? Est-ce qu'elle a perdu un conjoint, un enfant? Est-ce qu'elle a perdu l'usage d'un membre? Alors, il faut qu'on soit capable d'identifier cet objet-là. Maintenant, en sciences humaines, en psycho, rappelez-vous que le, un objet, c'est pas nécessairement quelque chose de concret. Alors, remarquez que quand j'ai écrit le terme objet à l'écran, le mot objet est entre guillemets. Alors, souvent, les gens ont l'impression que l'objet, et c'est quelque chose de concret. J'ai perdu ma maison à cause d'un incendie, j'ai perdu un animal de compagnie, j'ai perdu un enfant, j'ai perdu un bras, euh, j'ai perdu mes lunettes, j'ai perdu mon portefeuille, j'ai perdu un crayon, etc. Mais on peut perdre des objets abstraits, on peut perdre son temps, on peut perdre un rêve. J'aurais rêvé de devenir médecin, mais j'avais pas les notes pour, donc je suis devenu professeur de psycho, j'enseigne en soins infirmiers. Donc les objets ne sont pas nécessairement concrets. Ce qui veut dire que quand vous voulez diagnostiquer une perte chez quelqu'un, il faut que vous soyez capable de justifier votre diagnostic en, en identifiant quel est cet objet, qu'il soit abstrait ou concret, que la personne a perdu. Maintenant, un objet ne vient jamais seul. La perte d'un objet vient avec toute une série d'objets périphériques qui gravitaient autour de cet objet-là. Par exemple, si vous perdez votre chum, vous perdez, oui, cet objet principal qui est votre chum, mais vous perdez aussi ces très bons repas que votre belle-mère préparait. Vous perdez aussi l'auto de votre chum qui venait vous reconduire à votre travail, qui allait vous chercher le soir à votre travail, qui allait vous reconduire à l'école. Vous perdez l'auto du chum. Vous perdez aussi le chalet des beaux-parents. Vous perdez son chien que vous aimiez beaucoup. Fait que vous ne pouvez pas aller chez votre ex
pour aller flatter le chien puis manger le spaghette de la belle-mère si vous avez perdu cette relation avec votre ex. Ça serait très malvenu. Donc, chaque objet est accompagné d'une série d'objets périphériques que vous perdez aussi. Alors, pour bien comprendre la perte d'un individu, il faut non seulement identifier l'objet principal, mais tous les objets importants qui gravitaient autour de cet objet principal qui ont été aussi perdus. Par exemple, vous perdez un bras, bien, vous perdez ces activités de musique que vous faisiez en jouant de la guitare. Alors voilà. Maintenant, l'objet perdu doit avoir de l'importance aux yeux de la personne. Ça semble évident, mais si vous perdez un crayon, mais que vous vous en foutez, ça n'a pas absolument aucune espèce d'importance parce que dans votre coffre à crayon, vous en avez une dizaine d'autres. Ben, sur le plan psychologique, on ne peut pas diagnostiquer une perte. Si tu t'en fous de l'objet perdu, si l'objet perdu ne représente rien aux yeux de la personne, c'est comme si elle n'a en fait rien perdu. Alors, l'importance de la perte se mesure à l'importance accordée à l'objet perdu et évidemment aux objets périphériques. Donc, il y a une question de perception ici dans la perte. Alors, vous devez voir avec la personne quelle était l'importance qu'elle accordait à cet objet et tous ces objets périphériques. Ensuite de ça, pour qu'on puisse diagnostiquer une perte, évidemment, il faut que les émotions associées à la perte de cet objet soient des émotions négatives. Il faut que la personne soit triste, qu'elle soit angoissée ou frustrée ou en colère à cause de la perte de cet objet qui était important à ses yeux. Parce que si les émotions qu'une personne éprouve face à la perte d'un objet, c'est des émotions plutôt positives, ben, il ne s'agit pas d'une perte, mais il s'agit plutôt d'un gain. Par exemple, si le fait que ton chum ou ta blonde te quitte et que tu réagisses en disant « Yes! Enfin libre! Enfin débarrassé de ce cancer! » Eh bien, il s'agit, la disparition de votre ex, de votre vie, est un gain de liberté et non pas une perte. Voilà. Fait que donc, pour diagnostiquer une perte, il faut non seulement être capable d'identifier l'objet, tous les objets périphériques, mais être aussi capable d'identifier l'émotion négative associée à cette perte. Et là, avant de passer au point 1.2 sur les stratégies, je voudrais rajouter une troisième notion, qui est la notion des besoins. Alors, si je ressens une émotion négative, c'est parce que cet objet-là comblait un besoin et je dois être capable d'identifier à quel besoin exactement répondait cet objet-là. Parce que si je veux résoudre mon problème de perte, je dois être capable de trouver, si je ne peux pas récupérer cet objet perdu, je dois rechercher des objets qui correspondent à ce besoin qui est frustré en moi. Si les objets que je retrouve ne correspondent pas au besoin qui est frustré à cause de la perte de l'objet principal et des objets périphériques, ben, ces objets-là ne combleront jamais ma perte. Je vais rester avec cette frustration-là. Maintenant, pardon. Une fois qu'on a collecté les données qui nous permettent d'interpréter le problème de la personne comme étant un problème de perte, la deuxième étape, c'est de trouver une stratégie pour aider cette personne-là. Alors, un professionnel ne peut pas concevoir spontanément et intuitivement des stratégies d'intervention. Un professionnel doit s'appuyer sur les cadres de référence en lien avec sa profession et en lien avec la nature des problèmes qu'il doit résoudre. Alors, si le problème est un problème de perte, les notions théoriques qui sont en lien avec la perte, on les a vues, c'est la théorie des émotions, parce qu'il y a des émotions négatives, et la théorie des perceptions,
parce que la personne accorde une certaine importance à l'objet perdu et cet objet-là comblait des besoins. Alors, nous avons vu dans le cours de psychologie 1 la théorie sur les émotions, la théorie sur les perceptions et la théorie sur les besoins. Ce sont les trois théories que l'on va utiliser pour comprendre le problème de perte et pour intervenir de façon stratégique afin de résoudre le problème de perte. Alors, voyons voir comment chacune de ces théories nous permet de concevoir des interventions pour aider la personne à résoudre son problème de perte. Alors, on se rappelle que dans la théorie des émotions, vous vous souvenez, là, il y avait événement déclencheur, réaction physiologique et il y avait la perception. Alors, il y avait donc trois composantes dans la théorie des émotions. Alors, voyons voir. Le premier, c'est l'événement déclencheur. Alors, évidemment, l'événement qui déclenche les émotions négatives, c'est la perte de l'objet et la perte de ses réactions physiologiques. Alors, la perte de l'objet est à l'origine du problème de perte. Alors, il faut trouver des stratégies orientées vers l'événement déclencheur. Alors, les deux stratégies, c'est premièrement, comment récupérer cet objet perdu et si on ne peut pas trouver de stratégie pour le récupérer, est-ce qu'il existe des stratégies pour remplacer l'objet perdu? Alors, c'est comme ça qu'on résout le problème au niveau de l'événement déclencheur. Évidemment, c'est des stratégies qui peuvent être, dans certains cas, assez complexes et difficiles à mettre en place. Si tu as échoué un examen, la stratégie pour récupérer ta cote R, c'est de changer ta méthode d'étude. Facile à dire, pas facile à faire. Tu as perdu ton chum, ben il y a des raisons pour lesquelles tu l'as perdu. Changer ta façon de communiquer, d'être en relation et tout ça, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Se retrouver un nouveau chum, facile à dire, mais c'est pas nécessairement facile à faire. Se retrouver une nouvelle job, etc. Alors, les stratégies orientées vers l'événement déclencheur, ce sont des stratégies complexes. Souvent, la personne qui vit une perte importante, qui la court-circuite un peu, elle a besoin d'aide pour se retrouver un emploi, se retrouver un conjoint, retrouver une façon d'être en relation, de faire confiance à l'autre, de fonctionner à un niveau aussi satisfaisant qu'avant la perte. Alors, c'est des stratégies qui se font pas du jour au lendemain. Alors, c'est des stratégies donc qui sont plus complexes et qui peuvent se construire à plus long terme et souvent avec de l'aide professionnelle extérieure. Il y a des stratégies à plus court terme qui sont moins efficaces pour régler le problème, mais qui sont quand même aidantes. Alors, ce sont des stratégies orientées vers la deuxième composante des émotions, c'est-à-dire la réaction physiologique. Si on se souvient du modèle général, les réactions physiologiques sont la deuxième composante des émotions. Alors, évidemment, quand on est sous le coup d'une émotion intense, le stress physiologique nous court-circuite complètement. On peut même tomber malade pour des raisons de stress, quand on est au niveau 3 du stress. Donc, à très court terme, il existe des stratégies pour diminuer cette tension physiologique-là, pour ventiler l'émotion. Donc, il faut évacuer cette tension physiologique-là ou il faut relaxer la tension physiologique. Alors, la stratégie d'évacuation, elle est plus violente, elle est plus impulsive, comme frapper dans un coussin, crier, faire du jogging, de la boxe, faire une décharge motrice importante. Ça fait du bien, mais ça peut faire du dommage. Il faut que ces stratégies d'évacuation intense du stress soient bien choisies, de manière à ce qu'on ne se casse pas un bras parce qu'on a frappé d'un mur ou qu'on ne fasse pas un accident parce qu'on a donné un coup de volant pour une raison impulsive, qu'on a blessé un ami, une conjointe, un enfant, parce qu'on a évacué impulsivement nos émotions. Il faut choisir les lieux et les moyens pour cette décharge-là. Il y a des stratégies plus relaxes,
le fait de prendre une douche